Merci, vous m'entendez? Donc, c'est un grand honneur pour moi de m'adresser aux futurs grands ingénieurs d'Albi, de l'école des mines et télécoms. Albi, la ville rouge, en parlant de la capitale touristique marocaine, Marrakech, la ville rouge. Je suis très honoré d'intervenir aujourd'hui pour essayer de vous présenter cette passerelle d'excellence entre l'Europe et l'Afrique que se propose d'être le Royaume du Maroc. Alors moi-même, je suis natif de Casablanca. Depuis plus de 50 ans, j'ai suivi un peu le père, que Dieu ait son âme, dans une entreprise touristique, après avoir fait l'école hôtelière de Rabat, l'Institut supérieur du tourisme de Tanger. Je suis finalement un apprenti qui est devenu plus ou moins un expert et un entrepreneur dans le tourisme, avec également mon frère et aujourd'hui nos enfants, donc troisième génération et plus de 1300 familles qui travaillent avec nous dans l'ensemble de ces entreprises touristiques. La première entreprise a été créée par mon défunt père en 1964, donc on va dire plus de 60 ans d'expertise et de prestations dans le tourisme. Le Royaume du Maroc aura d'ici 2030 une évolution que je dirais exceptionnelle, car les rendez-vous que nous avons déjà en décembre 2025 pour l'organisation de la Coupe d'Afrique de football et en 2030 avec l'Espagne et le Portugal, l'organisation de la Coupe du monde de football, nous met finalement devant des objectifs et des défis à surmonter avec des investissements colossaux et j'essaierai de mieux vous éclairer tout modestement sur toutes ces évolutions. Vous voyez là une carte du Royaume du Maroc avec ses 12 régions autonomes et avec un programme d'autonomie avancée pour éventuellement, d'ici 2030 au plus tard, avoir une véritable gestion. Il faut savoir que chaque région a son parlement, a le président de la région, a ses élus régionaux et ses élus communaux. Donc une démocratie, certes, une démocratie avec ses évolutions, ses défis et des fois aussi, il faut l'avouer, ses obstacles dans la gouvernance. Aujourd'hui, le contexte géostratégique nous influence beaucoup grâce à la position stratégique du Royaume du Maroc, à 14 kilomètres à peine de l'Europe, avec ce fameux détroit de Gibraltar, et puis la Méditerranée et l'Atlantique, et surtout une stabilité des partenariats très forts avec l'Union européenne. Nous avons des accords de statut avancé, mais aussi des échanges libres avec les États-Unis d'Amérique et l'Union africaine que nous avons réintégrée alors que nous étions membres fondateurs. Nous l'avons réintégrée en 2017 et là, nous sommes en train de vivre les premières années de notre adhésion à la ZLECAf, qui est une zone de libre-échange de l'Afrique centrale. Oui, les investissements sud-sud sous les hautes orientations de notre cher et auguste souverain Mohamed VI, sont devenus de plus en plus importants. Aujourd'hui, plus de 60% des investissements directs marocains à l'étranger vont vers les pays africains et ceci reflète une belle volonté du Royaume de se positionner effectivement comme une passerelle entre l'Afrique et l'Europe, mais aussi le Moyen-Orient. Alors, des infrastructures modernes, oui, nous les inaugurons chaque année avec des ports de rang mondial, des aéroports internationaux, le fameux premier TGV d'Afrique entre Tanger et Casablanca, d'ailleurs avec bien sûr le partenariat français du grand groupe Alstom, et une volonté d'ouverture et de connectivité globale. Alors, je vais essayer
de vous présenter les 5 axes stratégiques du Maroc 2030. Nous avons cette plateforme industrielle et logistique qui nous a permis d'accélérer l'industrialisation automobile et aéronautique pour développer des corridors logistiques avec les zones franches, avec les ports, avec les trains et relier les chaînes de valeur européennes et africaines. La transition énergétique est le deuxième axe stratégique pour qu'il soit durable et qu'il fasse du Maroc vers 2030 un leader régional des énergies renouvelables puisque nous espérons atteindre 52% de l'économie verte dans notre pays à ce moment-là. Le troisième axe stratégique serait le hub technologique et digital. Et tout discrètement, je dois l'avouer, le Maroc se positionne comme un pays avec un grand pôle d'innovation en Afrique, avec un offshoring stabilisé, du numérique, des investissements dans le digital et la grande stratégie Digital Maroc 2030 et des supercalculateurs et une éducation renouvelée, universitaire de haut rang. Déjà, vous le savez peut-être mieux que moi, mais il y a beaucoup d'écoles dans les écoles des mines au Maroc et tout particulièrement à Rabat qui existent depuis déjà les années 60, juste après l'indépendance en 1956 du Royaume du Maroc. Et puis des infrastructures de classe mondiale, avec le TGV, on en a parlé, mais beaucoup d'autoroutes, plus de 1500 kilomètres, des ports stratégiques de dernière génération et des aéroports qui se transforment pour le développement du tourisme, mais aussi pour le développement du tourisme d'affaires. Les télécoms pour améliorer la connectivité interne et intercontinentale. On sait qu'il y a des négociations avec Starlink pour installer les fameuses satellites de Elon Musk compagnie, surtout pour les zones où la connexion n'est pas encore parfaite. Et puis, le fameux et futur tunnel sous le détroit de Gibraltar entre le Maroc et l'Espagne qui vient d'être relancé dans les préliminaires grandes études de faisabilité pour cet exceptionnel tunnel sous la Manche en vous regardant, vous qui avez maintenant déjà des dizaines d'années, ce fameux tunnel sous la Manche. Et puis, le cinquième point, c'est la destination touristique et culturelle pour consolider le rayonnement du Maroc en tant que destination phare, pour préserver le patrimoine et le développer, pour faire d'un tourisme qu'il soit durable et responsable, et pour recevoir les grands événements mondiaux, et non pas que sportifs, mais aussi congrès médicaux, congrès économiques, financiers et bien sûr sportifs. Et c'est pour ça que nous avons quelque part pu obtenir les agrégations définitives de la FIFA pour être à côté de l'Espagne et le Portugal dans une belle Coupe du Monde Europe-Afrique finalement. Alors pour revenir sur l'axe 1, le hub industriel et logistique, l'automobile est au cœur de ce dispositif et votre grande compagnie des usines Renault, Nissan ou Renault aujourd'hui avec Stellantis ont donné à mon pays, et vous voyez la force de la partenariat France-Maroc, la création d'usines pour plus de 12 milliards d'euros en 2024 qui ont été exportées et pour au moins 400 000 véhicules vers l'Europe, mais aussi vers l'Afrique et en particulier l'Égypte. 90% de la production est consacrée à l'exportation. Et alors l'aéronautique, il y a 20 ans, personne n'y croyait vraiment. Et on a un grand dirigeant, ingénieur, il était dans la fameuse compagnie aérienne Royal Air Maroc, je le citerai volontiers, Monsieur Ben Brahim,
a vraiment créé cet écosystème, a obtenu tous les accords pour de grandes compagnies investissent dans le Mid-Park de Casablanca, où Boeing, Safran et d'autres compagnies ont exporté en 2024 plus de 30 milliards de dirhams ou 3 milliards d'euros euh, aux États-Unis et en Europe. C'est vrai que la compagnie aérienne utilise seulement les Boeing, mais nous avons une deuxième compagnie aérienne qui s'appelle Air Arabia et qui, elle, utilise exclusivement les Airbus. Le Maroc a finalement pu attirer 26 milliards, 2 milliards et demi d'euros en investissement étranger en 2022 et majoritairement dans l'industrie de pointe, l'aéronautique. Enfin, nous voilà avec cette belle photo de Tanger, la baie de Tanger, qui se refait de plus en plus belle et attirante. La première ville un petit peu port de l'Afrique finalement également, au nord du Royaume du Maroc, et qui est aujourd'hui le premier port d'Afrique et de la Méditerranée en capacité, en connectant des conteneurs à flux mondiaux exceptionnels. En 2024, Tangemed a traité plus de 10 millions de conteneurs. C'est un record continental et ceci reflète l'ambition du Maroc comme hub logistique. Et puis, les chaînes de valeur régionales pour que le Maroc se positionne en base arrière industrielle pour l'Europe avec ses coûts compétitifs, mais aussi sa proximité, tout en servant de porte d'entrée vers les marchés africains pour les multinationales. Et à chaque fois, vous voyez, on voit qu'il y a l'effet de la passerelle Europe, Maroc, Afrique pour accéder à de la belle valeur ajoutée et de la transition d'intelligence économique et industrielle. L'axe 2, eh bien, c'est ce fameux pôle énergétique pour un développement durable avec une stratégie verte et atteindre effectivement en 2030 plus de 52% de notre consommation d'énergie en mixte électrique et ceci nous permettra d'investir plus de 14 milliards d'euros ou 140 milliards de dirhams dans les énergies vertes et ce programme d'énergie renouvelable depuis 2019 a dépassé de loin 36% des objectifs et a reconfirmé exactement ce chiffre. Nous avons cette fameuse grande usine solaire, une des premières au monde, Nour à Ouarzazate, dans le Grand Sud, derrière le Haut Atlas. Après Marrakech, nous avons cette magnifique ville, capitale du cinéma, qui s'appelle Ouarzazate, où recèlent des milliers de casbahs en terre de pisé, avec une construction exceptionnelle à découvrir. Et là, nous avons Nour Ouarzazate avec des fonds saoudiens et marocains qui ont réalisé ce très grand complexe. Il contribue effectivement à la transition énergétique de l'Afrique, mais je dois l'avouer, il est en panne, il est en cours de réparation. La technique qui a été employée à Ouarzazate de réchauffement de sel la nuit pour dégager de la chaleur et que quand il n'y a pas de soleil, l'usine marche 24 sur 24. Malheureusement, là, il y a eu un incident technique en cours de réparation, mais qui fait que depuis plus de 12 mois, il y a une perte, effectivement, par rapport à cet objectif. Et puis, il y a l'éolien avec les grandes fermes éoliennes géantes à Tarfaya, au grand sud du Maroc, à Boujdour, à Midelt, dans les hauteurs du Moyen Atlas, derrière Fès. Vous savez, le parc de Tarfaya au Sahara, il compte 131 éoliennes et il produit plus de 1084 gigawatts par an, évitant plus de 900 000 tonnes de consommation de carbone. L'hydrogène vert vient d'être signé encore un grand protocole d'investissement pour produire de l'ammoniac vert
et l'exporter vers l'Europe, nous avons une grande consommation. Vous savez, le Royaume du Maroc aujourd'hui transforme son énergie de l'OCP, des phosphates, et grâce à cette transformation, ce grand groupe national, l'OCP, acquiert des valeurs ajoutées extraordinairement importantes et il a besoin lui aussi de consommer beaucoup d'ammoniac pour transformer l'énergie, le phosphate en engrais pour l'Afrique, pour l'Inde et plusieurs compagnies mixtes d'ailleurs ont été créées avec ces pays-là. Aujourd'hui, cette durabilité, c'est pour le Maroc effectivement une politique d'efficacité énergétique, une valorisation des déchets, une reforestation avec des plans pour 2030 et ainsi accompagner la transition écologique globale. Nous pouvons également parler de la transformation numérique avec ce que je disais tout à l'heure, le plan Digital Morocco 2030 qui est doté de plus de 11 milliards de dirhams d'investissement et qui va créer 240 000 emplois et qui peut-être va porter le numérique à 10, voire 15, en espérant 20% du PIB en 2030. Et ce côté-là, vous pourrez l'analyser entre vous pour voir que discrètement, les grands centres de transformation numérique sont effectivement discrètement mis en place avec des accords internationaux très puissants pour aider le Maroc à rattraper son retard et à atteindre, pourquoi pas, 10 à 20% du PIB d'ici 2030. Le supercalculateur Toubkal, qui a été inauguré en 2021 à l'université polytechnique Mohamed VI de Ben Guerir et qui est aujourd'hui encore le plus puissant d'Afrique. Il va aussi permettre des avancées exceptionnelles dans la recherche. Enfin, plus de 100 000 kilomètres de déploiement de la fibre optique avec l'installation de câbles sous-marins supplémentaires pour augmenter la connectivité internationale vers la Grande-Bretagne, vers l'Espagne, le Portugal, la France et les États-Unis et le Brésil, par exemple. Enfin, l'écosystème des startups avec l'émergence de tech hubs, surtout à Casablanca Technopark, mais également à Rabat Technopolis, avec des fonds d'investissement présents qui soutiennent aujourd'hui plus de 500 startups dans la fintech, la logistique, l'agritech et l'intelligence artificielle. Le Maroc aujourd'hui se classe dans le top 3 africain en nombre de startups, mais met en place des budgets, des fonds d'investissement, des soutiens exceptionnels pour augmenter le rythme de création de startups et bien sûr de les voir réussir. L'offshoring à Casablanca, c'est aujourd'hui plus de 120 000 emplois dans les centres de services, téléphonie et autres, et surtout à Casablanca et à Rabat, avec des centres de recherche et de développement, IBM, Dell, Capgemini, et tout particulièrement aussi pour la recherche mécanique des sécurités, pour les grandes marques de transport, véhicules transport européens. Il y a des centres de recherche, ils ont commencé à 80 ingénieurs marocains en mécanique et aujourd'hui ils sont déjà à 280, ce qui démontre quelque part la qualité du travail fourni et la rapidité est toujours effectivement l'optimisation de la rentabilité des investissements. Alors l'offshoring, le Maroc vise plus de 40 milliards de dirhams d'export de services numériques, comme je vous l'ai dit, en 2030. Le capital humain, avec la création de très grandes universités de rang mondial et qui sont prêtes certainement à vous recevoir. Et c'est vrai, l'école supérieure nationale des mines
de Rabat, l'école ingénieur Mohammedia de Rabat, mais aussi et surtout les grandes universités Mohammed VI polytechniques à Ben Guerir, à quelques kilomètres de Marrakech, mais aussi à Rabat, à Casablanca, avec des écoles de code gratuits, le réseau 1337 en s'inspirant du système français d'ailleurs, avec l'aide de la France, pour former des ingénieurs et des développeurs dont le hub technologique a largement besoin. Alors, concernant les infrastructures et la connectivité, je pourrais m'étendre sur le réseau ferroviaire moderne avec la mise en place de cette Al-Borak, le train rapide entre Tanger et Casablanca, avec des projets de 20 milliards de dirhams d'investissement pour l'extension. Et là, il y a des sociétés françaises, des sociétés de la Corée du Sud, des sociétés espagnoles, des sociétés chinoises qui interviennent pour créer d'ici 2030 le deuxième relais rapide entre Casablanca et Marrakech. On va relier Casablanca à Marrakech en moins de 1h10. Et puis après, il y a les grands travaux pour relier Marrakech à côté d'Essaouira et Agadir. Et certainement après 2030, 2050, le fameux Agadir Dakhla, juste presque à la frontière de la Mauritanie. Aujourd'hui, le port de Tangemed, il est connecté à plus de 186 ports mondiaux. Je crois qu'en quantité, il est parmi les top 5 du monde. Nous sommes en train de terminer une autoroute double deux voies entre Agadir et Dakhla. C'est plus de, je crois, si je ne m'amuse, plus de 1200, 1500 kilomètres. Elle sera terminée et elle pourra donner une connexion rapide, sécurisée et dynamique pour l'exportation des agrumes du Maroc vers ce que nous dirons l'Afrique subsaharienne, la Mauritanie, la Gambie, le Sénégal et les autres pays. Alors, nous avons également des plateformes multimodales, Atlantic Free Zone à Kenitra, c'est là où il y a les grands constructeurs automobiles et de pièces automobiles, dont une très très grande compagnie japonaise, qui est, je crois, la compagnie qui a le plus d'emplois créés au Maroc, qui fait les fibres pour les automobiles, ici, là, près de Kenitra, la fameuse zone Tanger Free Zone, où nous allons recevoir un très très grand gigafactory avec des investissements chinois pour créer des centres de batteries. Ça va nous donner effectivement une nouvelle puissance technologique. Il y en a à Agadir, il y en a à Fès, et ainsi on va pouvoir être efficace pour la distribution entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Plus de 19 aéroports internationaux avec Casablanca comme hub aérien africain, 40 connexions directes entre Casablanca et l'Afrique. Il y a un grand plan ONDA, l'Office national des aéroports, CAP 2030, l'agrandissement de Casablanca avec un tout nouveau terminal aux ambitions exceptionnelles à Casablanca, un nouveau terminal et même un nouvel aéroport à 25 km du centre de Marrakech à Sidi Zouine, l'agrandissement de l'aéroport de Rabat, l'agrandissement de l'aéroport de Tanger et également l'agrandissement de l'aéroport de Dakhla, cette grande ville du sud marocain, très prisée d'ailleurs par les experts du kitesurf. C'est une ville où il y a, dans cette belle lagune de 23 km de long, des vents très, très, très prisés par les experts de kitesurf, les sportifs. Alors aujourd'hui, on a presque 95% de taux de pénétration des mobiles au Maroc. 37 millions d'habitants, je crois qu'il y a plus de 45 millions de téléphones qui circulent au Maroc. La 4G est généralisée, on attend avec impatience la 5G et les nouveaux câbles sous-marins à haut débit, comme je vous l'ai dit, avec l'Europe.
Alors, pour les grands projets, n'oublions pas la construction d'infrastructures structurantes, les hôtels. Le grand stade de 70 000 places de Rabat, l'ancien a été complètement rasé et le nouveau est en train d'être construit. Il sera terminé fin juin ou fin septembre 2025 avec une rapidité exceptionnelle. La compagnie qui s'occupe de tous les gros œuvres et autres fait un travail exceptionnel avec des ingénieurs marocains et étrangers et 3 équipes de 8, un peu système chinois, comme on aime le répéter, ou système classique dans des grandes villes comme Dubaï, où des grandes tours peuvent se réaliser en moins de 24 mois. Et donc le Maroc en est là, et il y a Casablanca, presque 40 kilomètres, dans la belle région de Ben Slimane, où il y a une des plus grandes forêts exceptionnelles du Maroc. Là, nous avons le fameux futur stade Hassan II, qui aura 117 000 places, et les 2 grands clubs mythiques que peut-être les Marocains présents à votre école pourraient vous en parler plus, c'est bien sûr le Wydad et le Raja qui pourront alors là faire des plus grands tifos mondiaux comme ils le faisaient aujourd'hui dans le grand stade Mohamed V qui existe toujours de 45 000 places au plein centre de Casablanca. Et je vous parlais du tunnel sous le détroit de Gibraltar entre l'Espagne et le Maroc, entre le Maroc et l'Espagne, qui est un projet qui a plus de 20 ans. Mais là, entre les 2 pays, il a été définitivement relancé avec même des créations d'agences spécialisées en la matière. Alors le tourisme, alors là, évidemment, je ne vais pas être trop long parce que sinon on va dépasser largement le timing. Cette belle ville de Chaouenne que vous voyez sur l'image à droite, tout à côté de Tétouan et de Tanger, qui est une ville prisée d'ailleurs par le monde entier, tout particulièrement par les Chinois. Il y avait en 1999, en 2019, pardon, un très très grand sondage réalisé par l'Office national marocain du tourisme. Si vous connaissez une ville du Royaume du Maroc, citez-moi-en une. 85% avaient cité Casablanca avec ce fameux film américain, le film Casablanca, puis 10% à peu près Marrakech, et puis 5% la ville de Chefchaouen, au nord du royaume. Ils n'ont pas cité Agadir, ils n'ont pas cité Rabat, ils n'ont pas cité Fès. Bon, on n'en a pas fait une tartine de cette statistique pour ne pas susciter des petites jalousies interrégionales. Alors, aujourd'hui, le Maroc, il a une vision exceptionnelle du développement du tourisme. J'ai vécu moi-même la vision 2010, la vision 2020 avec des tops et des flops, il faut l'avouer, tout particulièrement le tourisme balnéaire. Et pourtant, c'est ce tourisme balnéaire qu'il nous manque dans le calcul de la durée des séjours, parce que l'été du mois d'avril au mois de septembre, évidemment, le balnéaire requiert 4, 5, voire 7, voire 12 jours de séjour et non pas 3, 4, 2 et demi, comme nous l'avons aujourd'hui constaté dans les grandes villes de Casablanca, Marrakech, Agadir, etc. Donc, il y a beaucoup d'investissements de 5 milliards d'euros dans les stades, dans les transports, dans les hôtels, dans les aéroports, comme on l'a dit plus tard, et nous espérons atteindre 26 millions de visiteurs étrangers et marocains. Je dois préciser que, par exemple, les 26 millions, ils correspondent aux statistiques officielles des Nations Unies. Un non-résident au Maroc, quelle que soit sa nationalité, est considéré comme un touriste, au même titre que la France, l'Espagne ou d'autres destinations. Mais nous précisons que sur les 26 millions, il y en aurait 14 millions étrangers de séjour et 12 millions de Marocains du monde qui, grâce à l'Open Sky et au low cost, reviennent beaucoup plus rapidement au Maroc que les années précédentes.
Aujourd'hui, on peut dire que le tourisme devrait passer de 7 à 10% du PIB et surtout, offrir beaucoup d'emplois. On a un problème de chômage actuellement. On est en pleine transition avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles usines qui recèlent de robots. On n'arrive pas à trouver la clé pour que l'emploi suive. On a eu effectivement une sécheresse de 8 ans. Heureusement, cette année, on a eu, comme nous le disons nous-mêmes, une baraka, puisque nos barrages qui étaient à 5-10% sont revenus à une moyenne de 45%. C'est du jamais vu pour nous. Il a plu et il va pleuvoir encore, je pense, les semaines prochaines. Et ainsi, nous avons pu préparer cette stratégie en augmentant, mais pas que le tourisme de loisirs, le tourisme de santé, le tourisme sportif, le tourisme de montagne, le tourisme du Sahara, le tourisme des plaines et bien sûr le fameux tourisme balnéaire, 3500 kilomètres de côte avec des plages magnifiques préservées. Cette offre, elle est diversifiée, comme je le dis ici, dans tourisme et rayonnement, avec de très très belles plages partout au Maroc, avec le fameux hub d'affaires Casablanca Finance City qui voit des grandes compagnies internationales du tourisme venir s'y installer comme siège régional pour la Méditerranée du Sud et l'Afrique. La montée en gamme, de plus en plus d'hôtels de luxe pour plus de recettes, avec des grandes instructions pour créer des grandes écoles d'excellence et de formation, et la Royal Air Maroc qui a un contrat cadre avec l'État pour atteindre en 2037, au lieu de 60-65 aéronefs aujourd'hui, 200 avions neufs en 2037. C'est un très gros contrat et ça va développer le Open Sky marocain d'une tendance dynamique exceptionnelle. Permettez-moi, mais alors vraiment d'oser, j'ose, comme l'a proposé Alexis, de vous présenter toutes les opportunités pour les ingénieurs de toute nationalité qui voudraient rejoindre ce soft power marocain, parce que franchement, les projets Maroc 2030, eh bien, ils sont à une forte demande, avec bien sûr toutes les compétences d'ingénierie qui existent. Lui seul, le plan digital devrait créer 240 000 emplois numériques. Je demande à chaque fois à la ministre concernée si c'est un bon chiffre. On m'assure que oui. J'espère, avec les 100 milliards de dirhams d'investissement, 10 milliards d'euros, j'espère qu'on nous y arriverons et que nous serons finalement ce grand pays numérique et digital. Les BTP, l'énergie, les industries, tout ce qui est transformation d'informations connectées, tous les secteurs vont bénéficier de cette grande opportunité. Nous avons bien sûr besoin des ingénieurs mécaniques en automatisation pour optimiser les usines 4.0, la supply chain en automobile, en agroalimentaire, le textile. La semaine dernière, un des plus grands fabricants de textiles chinois va installer 2 grandes usines, une près de la capitale, Rabat, et une près de Fès, pour redonner à l'usine de textile une force nouvelle, une organisation nouvelle, et profiter des échanges que nous avons avec l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud pour exporter les produits. L'usine Smart City de Tangetech, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la Gigafactory de construction de batteries, va pouvoir également offrir de très très belles opportunités. Les énergies renouvelables, on en a parlé, les logiciels, la data scientiste, les spécialistes de cybersécurité. Alors là,
si vous êtes ingénieur demain de cybersécurité, il y a plein d'emplois au Maroc en la matière, l'essor des fintech, la santé. Nous avons décidé que d'ici 2030, tous les Marocains qui cotisent même 5 euros par mois auront droit à la santé. Et on voit que cette assurance de l'État qui va couvrir près de 5, 6, voire 7 milliards d'euros d'ici 2030 de prise en charge attise des investissements colossaux de cliniques privées. Et derrière, bien sûr, il y a ce gap d'infirmières, de médecins, d'experts, de spécialistes et de matériel scientifique qui devra suivre dans toutes les villes du Maroc. Alors évidemment, nous avons également le bâtiment et le génie civil, la construction des trains pour les 20 prochaines années. On a signé plus de 200 achats de 230 trains, locomotives, wagons de nouvelle génération, d'ailleurs à la France, entre parenthèses, et à double deck auprès des Espagnols, qui sont aussi très très présents au Maroc, presque au même niveau que la France en matière de création d'entreprises et surtout d'investissement et de réalisation de chiffres d'affaires. Alors, parlerai aussi des événements sportifs, de la culture marocaine avec les festivals, les arts, et je vous recommande, si vous voulez organiser avec nos amis marocains une escapade directement d'Albi ou de Toulouse sur Essaouira, eh bien, c'est de vivre des moments exceptionnels lors du grand festival Gnawa de Essaouira fin juin. Enfin, n'oublions pas l'importance des partenariats qui existent maintenant. Et ce soir, nous contribuons quelque part, et moi modestement, à cette collaboration, échange collaboration, échange entre les étudiants de Albi et tous les étudiants ingénieurs également du Maroc. D'ailleurs, avec l'école supérieure des ingénieurs des mines de Rabat, nous organisons chaque année maintenant, ce sera la deuxième année, début juin à Marrakech, un forum sur le sport et les infrastructures, ou les infrastructures et le sport. Et nous serons heureux d'avoir éventuellement quelques ingénieurs représentants de votre belle école. Nous leur offrirons bien sûr la chambre dans un club all inclusive pendant 3-4 nuits, et vous serez nos invités d'honneur. La conclusion, eh bien, c'est que effectivement, le Maroc, il peut s'affirmer comme le futur hub stratégique numéro 1 entre l'Afrique et l'Europe. Et avec le pont entre les deux continents, grâce à sa géographie, sa stabilité politique et sécurité, pourra améliorer et catalyser les échanges économiques, énergétiques, technologiques entre l'Europe et l'Afrique. L'impact attendu, évidemment, c'est l'industrialisation accélérée, une certaine indépendance énergétique accrue, une transformation digitale de l'économie et ces nouveaux ports de nouvelle génération, avec, imaginez, la carte du Maroc au nord, à la pointe de l'Afrique, Tanger-Med, mais à l'est, pas loin de la frontière avec l'Algérie sur la Méditerranée, le grand port de Nador, et puis Casablanca, Agadir, et au grand sud du Maroc, Dakhla, qui sera finalement le port pour les échanges entre le nord et le sud Atlantique. Mais nous avons également un projet qui est en marche, qui est signé, qui est presque financé, c'est de transporter le gaz entre le Nigeria, le Maroc et l'Europe. Ainsi, vous voyez que la grande vision du Royaume du Maroc de se tourner de plus en plus vers l'Afrique et de créer ce grand pôle Sahara-Atlantique a du sens aujourd'hui. Alors tout ça, et il y a des prérequis bien sûr.
faut que les investissements soient soutenus, faut qu'il y ait un bon transfert de savoir-faire international. Et oui, il faut qu'il y ait un développement du capital humain qui soit à la hauteur de nos ambitions, une bonne gouvernance dynamique, rapide, équilibrée pour atteindre tous ces objectifs ambitieux. Alors, avec un peu de marketing, le Maroc 2030 n'est pas qu'un slogan, c'est une vision intégrée du Royaume du Maroc. Grâce à la vision éclairée, il faut l'avouer et le déclarer hautement, notre auguste souverain, le roi Mohammed VI. Alors, cette concrétisation de cette vision pourra enfin positionner le Maroc en véritable locomotive régionale au bénéfice non seulement des Marocains, mais aussi du partenariat euro-africain pour le développement. Alors, le défi est très grand, il est même très très grand, mais la dynamique enclenchée permet d'être optimiste. On voit les réalisations au Maroc nous-mêmes chaque année, chaque mois, et on voit ce Maroc émergent, innovant et connecté qui va, je l'espère, transformer le pays, diminuer la pauvreté, rétablir des bons équilibres et vivre en bonne intelligence, avec un bien-être pour chacun de nous, pour nos familles, pour l'avenir. Alors, grâce à cette intervention en arabe, je pourrais dire que Albi fi qalbi, Albi dans mon cœur, Albi la ville rouge, dans les rives du Tarn, le musée que j'aimerais un jour visiter de Toulouse-Lautrec, avec des peintures post-impressionnistes, l'Est-Midi toulousain, le rugby, vos belles régions. Eh bien, je vous remercie de toute votre aimable et sympathique attention et de cette opportunité de m'adresser aux futurs ingénieurs de l'école Mines Télécom Albi de France, les Français, les Marocains. Eh bien, vive la paix et vive la résolution des conflits. Merci. Merci beaucoup. Super. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Merci beaucoup, vous avez respecté le timing à la lettre, c'était parfait. Maintenant, donc, on va laisser l'audience vous poser quelques questions. Donc, si vous avez des questions, on va vous faire passer un micro. Levez la main, s'il vous plaît. Blandine, super. Un micro va arriver. Ouais, pour Blandine. Alors, j'espère qu'on m'entend parfaitement, je pense. Oui, oui. Ok, parfait. Déjà, merci pour la présentation. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir une vision différente du Maroc, enfin, ce que j'avais pour les vacances et tout. Et du coup, je voulais savoir, vous avez parlé du plan digital Morocco 2030 et du coup de l'ambition du Maroc de devenir un hub technologique en Afrique. Et du coup, je voulais savoir, selon vous, quels sont les leviers prioritaires pour accélérer cette transition numérique-là? Et quelles sont les mesures mises en place pour favoriser tout ce qui est start-up et incubateur? Parfait. Alors écoutez, nous avons une ministre exceptionnelle qui est au ministère numérique. Le Maroc a un ministère qui s'occupe du numérique. C'est la professeure chercheure Madame Selrouchni, avec son gouvernement, qui ont tracé les grandes lignes pour atteindre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un taux du PIB de 10 à 20%. C'est vraiment ambitieux. Alors, les financements sont faits. Les universités, comme les universités Polytechnique Mohammed VI, s'activent pour créer les relais échange et de réalisation des différents programmes. La formation, je crois qu'on est dans cette étape. Le développement et la recherche, c'est l'étape qui est parallèle, qui va grandir de plus en plus. Et
les financements, mais pas que les financements marocains, les financements étrangers. Et je n'ai pas encore la nouvelle parfaitement claire, mais pas plus tard qu'avant-hier, un grand conseil de gouvernement a confirmé cette ambition et le Banque du Maroc est en train de valider une monnaie numérique, la Bitcoin par exemple, qui pourrait finalement voir le Maroc avec des fenêtres cohérentes, alignées et en synergie pour atteindre tous ces objectifs. Donc, nous avons déjà 2 petits satellites qui connectent le Maroc. Nous avons les grands groupes mondiaux qui essayent d'installer le relais satellite vers le Maroc, mais aussi, comme je vous l'ai dit, et on a cette chance, le Marocain, jeune Marocain ingénieur est très très prisé et très favorable pour toutes ces études numériques de codage, de décodage. Et aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans, dans mon entourage du tourisme, il y avait un expert du tourisme, de développement numérique pour les entreprises. Nous-mêmes, il y a 10 ans, on y a cru en créant la société Fractalite avec une quinzaine d'ingénieurs qui développent pour la tech travel et pour les hôtels des logiciels adaptés. Mais la fibre optique, les communications, les transparences sur les différentes visions nous laissent espérer que c'est une bonne stratégie et que tout le monde aura sa place ici. D'accord, merci beaucoup. J'ai une dernière petite question aussi, plutôt sur le volet transition énergétique. Je voulais savoir concrètement, est-ce que vous trouvez l'objectif de 52% d'électricité verte réalisable ou pas dans l'horizon 2030 pour le coup? Alors écoutez, c'est un objectif ambitieux. Tout est mis en place pour y arriver. L'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie grâce à des systèmes aquatiques font que si on n'atteint pas les 52%, je vous dis franchement, si on n'atteint que 40%, c'est énorme pour la balance énergétique et financière du Royaume du Maroc. Car à part le phosphate, nous n'avons pas de mine de charbon, nous n'avons pas d'énergie fossile, de gasoil, nous n'avons pas de gaz. Mais tout ça, d'ici 2030, devrait atteindre cet objectif. Et il y a des études, il y a des débats constamment. Vous pourrez trouver les différentes sources à ce sujet et vous pourrez constater de par vous-même si cette taux va être potentiellement atteint. Mais déjà, si on atteint les 40%, franchement, ce sera exceptionnel pour l'énergie renouvelable et autres. Le soleil est tellement présent dans mon pays que on a pris finalement beaucoup de retard. On a maintenant ces gigafactories qui arrivent avec la construction de batteries. Mais normalement, dans 10 ans, les habitations, les usines, les véhicules, on commence à recevoir des véhicules chinois d'ailleurs, aussi français, il faut dire, 100% électriques. Et le Marocain y accède, car si moi, mon véhicule me consomme 100 € par mois de gasoil, en énergie électrique, je suis même pas à 30 €. Donc, vous voyez, il faut dire que l'énergie électrique au Maroc, pour le moment, elle est encore financée, faut avouer, mais ce financement va se réduire au fur et à mesure que l'énergie solaire prendra une forte proportion de mégawatts. Je n'en ai pas parlé, je m'en excuse, mais nous avons plus de 6 grandes usines de dessalement de l'eau de mer qui sont en construction. Il y en a déjà 2 qui existent. Une à Jorf El Asfar, qui est pas loin d'El Jadida, qui est le grand port des phosphates, et une à Agadir, qui va livrer plus de 14 000 hectares en eau potable
ces 14 000 hectares de zone agricole étaient asséchés après les 8 ans de sécheresse. Même la nappe souterraine n'avait plus d'eau. Et voilà que cette usine de dessalement d'eau de mer d'Agadir va faire renaître 14 000 hectares en agroalimentaire. Oui, l'énergie, elle est fondamentalement au centre du process et je pense que les ingénieurs, les spécialistes, les experts sont très attentifs à moderniser. D'ailleurs, même ce que nous appelons l'Office national de l'eau potable et de l'électricité devrait devenir une agence privée afin que le partenariat public-privé puisse investir grandement pour accéder à cet objectif. Alors, on regarde s'il y a d'autres questions dans la salle. Ousmane, on en avait parlé la dernière fois parce qu'on s'est rencontrés il y a 15 jours. Vous savez que nos élèves ont une obligation de séjour à l'étranger. Ils ont également une obligation de stage. Et beaucoup de nos étudiants choisissent de faire leur stage à l'étranger. Est-ce que pour vous, alors vous nous avez donné là une bible d'entreprises, hein. Il y a énormément d'entreprises qui sont présentes là-bas, donc c'est vraiment de très bonnes ressources que cette présentation. Mais quels sont les conseils que vous donneriez à nos étudiants si d'aventure certains souhaiteraient candidater au sein d'une entreprise au Maroc? Comment procéder? Alors écoutez, moi je pense qu'il y a des associations des étudiants qui sont très efficaces dans toutes les grandes écoles d'ingénieurs, des mines, télécoms. Je pense qu'il y a aussi le relais universitaire officiel, celui-là. Il y a également les chambres de commerce françaises qui sont très présentes au Maroc et qui peuvent apporter un soutien efficace. Vous avez également aujourd'hui les réseaux sociaux qui sont là et je sais que les entreprises marocaines sont très ouvertes à recevoir également des ingénieurs stagiaires et c'est de plus en plus fréquent. La vie dans les villes est assez facile, les solutions financières sont finalement raisonnables, mais effectivement, il faut être bien organisé. Alors, je crois qu'il y a des organismes même français qui sont parfaitement bien implantés au Maroc, qui pourraient accéder. Maintenant, l'idée la meilleure, c'est d'avoir déjà un ami marocain pendant ses études à Albi et d'en faire le relais pour avoir un point de chute au début. Mais vous savez, comme vous l'avez vu vous-même et vous aviez été un peu étonné, pratiquement toutes les enseignes sont en français. C'est vrai qu'on parle en arabe, mais c'est vrai aussi que la France est là et donc les rues sont écrites en français. Bon, maintenant il y a toutes les applications effectivement technologiques, mais je pense qu'il fait bon vivre à Agadir, à Dakhla, Marrakech, à Casablanca, Rabat, à Ben Guerir, dans la fameuse exceptionnelle université Mohamed VI. Vous savez, les universités polytechniques Mohamed VI, elles sont financées par la fondation de l'Office chérifien des phosphates. L'Office chérifien des phosphates, en fait, s'appelle Office chérifien des phosphates, mais c'est une société anonyme. Et sur décision royale et validation du gouvernement, plus de 60% des recettes ne vont plus à l'État. Ils vont à la Fondation pour l'éducation et les échanges et la recherche et le financement de création de nouvelles universités. Il y a, je crois, une succursale, Université Polytechnique Mohamed VI à Paris, également, je crois, à Montréal, et certainement un jour, pourquoi pas, à Albi ou à Toulouse. Très bien, je regarde, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Là, c'est la fin d'après-midi, c'est difficile à... Donc, je pense qu'on va conclure la conférence maintenant. Je vais juste rebondir sur ce que vous disiez. J'étais au Maroc, donc, il y a 3 semaines. Abir, tu as une question? Je te laisse venir. Et je termine en disant, moi, que j'étais au Maroc il y a 3 semaines. J'ai pu rencontrer énormément d'associations étudiantes marocaines qui sont vraiment très intéressées pour justement
essayer de créer un peu plus de coopération avec vos bureaux. Donc je sais que les élections étaient il y a quelques jours. Les nouveaux bureaux sont maintenant bien établis. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Je vous donnerai les cartes, les contacts de ces personnes-là pour que vous puissiez entrer en contact avec eux. Ils souhaiteraient inviter certains d'entre vous à participer à des compétitions, à des événements. Donc voilà, il y a énormément d'opportunités. Il suffit de les saisir. Et je te laisse, Abir, conclure. Tu peux parler directement. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Hetman. Merci pour cette présentation enrichissante. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du forum sportif qu'on fait chaque année à Marrakech et de cette édition de cette année 2025? Alors effectivement, l'école m'avait invité à participer à un panel sur les ingénieurs et les infrastructures sportives Horizon 2030. C'est le sujet classique maintenant au Maroc. Et donc, dans la foulée, et franchement, en étant resté presque toute une après-midi à l'école, j'avais été très sensible à leur dynamisme, à leur intelligence, à leur solidarité pour partager avec beaucoup d'humilité en même temps et de modestie. Et donc, on a créé un premier forum, sport et tourisme, à Marrakech, mais avec cette vision d'un ingénieur des mines. Parce que dans les constructions que nous faisons aujourd'hui, il y a toutes les ingénieries du bâtiment. Et donc, la deuxième édition que nous proposons d'organiser à Marrakech au mois de début juin, dans un de nos hôtels clubs, serait autour des infrastructures majeures et des événements sportifs. Et dans les infrastructures majeures, avec l'école des mines de Rabat, supérieure des mines de Rabat, et peut-être Albi, on pourrait travailler. Mais je laisse à dire que je remercie encore une fois pour cette belle opportunité. Je lui laisse le soin avec son équipe à Rabat et peut-être Alexis nous donner une signature Albi pour faire que ce forum, qui dure finalement une grande matinée, un début d'après-midi en atelier, de Marrakech puisse voir le génie des ingénieurs s'établir grandement et durablement dans cette belle partenariat France-Maroc, Maroc-France. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais rejoindre une autre conférence sur le tourisme durable et surtout le tourisme durable dans les montagnes au profit des femmes. Et nous avons de plus en plus de femmes qui sont guides accompagnateurs de montagne. Et nous voulons ce soir, après la rupture du phtor, du jeûne, les féliciter. Donc l'activité est débordante. J'espère que en humble professionnel, on va dire, et acteur du tourisme, j'ai osé pu vous donner un éclairage à vous, grand ingénieur. Mais certainement que Alexis et vos grands professeurs sauront mieux vous détailler toute l'importance de cette belle activité qui est le métier d'ingénieur. Je vous remercie et vous souhaite bon succès et beaucoup de plaisir dans votre enrichissement. Merci à vous, monsieur. Merci. Restez là, restez là.